La même honte qui me retint m'a souvent empêché de faire de bonnes actions, qui m'auraient comblé de joie, et dont je ne me suis abstenu qu'en déplorant mon imbécilité. Jean-Jacques Rousseau, Rêverie du promeneur solitaire. Les blessures de l'amour-propre sont fréquentes lors des problèmes d'estime de soi. Mais ce sont souvent des blessures déplacées, qui auraient pu être évitées ou ne pas exister. Plus souvent liées à l'hypersensibilité de la personne qu'à la gravité ou à la réalité des attaques dont elle a pu être l'objet. Les émotions de l'estime de soi qui souffre. De nombreuses émotions sont associées aux difficultés d'estime de soi. Elles sont dénommées par les chercheurs les émotions de la conscience de soi. Ce terme est adapté, car il nous rappelle que l'origine des émotions en question ne se situe pas seulement en dehors de nous, les situations qui les déclenchent, mais aussi en dedans, notre propre sensibilité et parfois hypersensibilité à ces situations. De toutes les émotions, elles sont d'ailleurs à la fois les plus secrètes. Ce sont par exemple celles qui se caractérisent le moins par une expression précise du visage, à la différence des émotions de la famille de la tristesse, de la peur, de la colère. Les plus indépendantes de déclencheurs externes, autant les sources de la peur ou de la colère sont universelles, autant celles de la honte ou de la gêne sont culturelles et parfois même individuelles. Car ce n'est pas alors la situation, mais son interprétation qui compte. Ce qui est vrai de toutes les émotions, mais à un degré moindre. Les plus liées à la présence des autres. André Comte-Sponville définit fort justement la chose en une belle formule. L'amour-propre, c'est l'amour de soi sous le regard des autres. À un degré minime, ces émotions de l'estime de soi en souffrance sont représentées par l'embarras ou la gêne. Ce premier stade n'est pas forcément lié à une évaluation négative sur soi. Prenez l'exemple d'un conférencier que l'on présente de façon élogieuse. Il en sera gêné le plus souvent, sauf s'il est particulièrement narcissique. Le mouvement réflexe à ce moment sera certes un abaissement du regard, mais accompagné d'un petit sourire. Les personnes à basse estime de soi pourront m'objecter que sa gêne peut aussi être liée à une crainte de ne pas être ensuite à la hauteur des compliments reçus par anticipation. D'autres fois, la gêne est liée à une erreur ou à une inadéquation de notre comportement. Faire tomber un objet, dire une bêtise ou annoncer comme un scoop quelque chose que tout le monde sait déjà. Cela relève déjà davantage de l'estime de soi et de sa crainte de ne pas être à la hauteur. Le sentiment de ridicule est lui encore un cran au-dessus, et il est associé à la conviction d'avoir abîmé son image sociale ou suscité des regards moqueurs ou ironiques. Étymologiquement, ridicule vient des mêmes racines que rire. Craindre le ridicule, c'est avoir peur de faire rire les autres de soi. Beaucoup de personnes à l'estime de soi fragile ont ainsi du mal à rire d'elles-mêmes avec les autres, même dans les situations où le rire n'est pas offensant. Se sentir souvent ridicule ou être conduit par le souci d'éviter ce sentiment est un assez bon symptôme de l'insécurité de l'estime de soi. Mais le degré le plus redoutable de ces émotions de la conscience de soi est représenté par la honte. Manifestation et conséquences de la honte. On a beaucoup étudié en psychologie la culpabilité, ce sentiment d'inconfort douloureux lié à la conviction intime d'avoir commis une faute. Mais la honte est un sentiment plus ravageur encore, car elle est liée à la personne et non seulement au comportement. On se culpabilise de ce que l'on a fait, mais on a honte de ce que l'on est. Le dommage est plus grave. Ainsi, la honte est toujours une honte de soi. C'est soi-même que l'on rejette tout entier, pas seulement ses actes. Autre caractéristique de la honte, elle est activée par la notion de jugement public sur nos actes. Les échecs sont d'autant plus honteux qu'ils auront eu lieu devant autrui ou été portés à sa connaissance. Mais la simple idée d'un jugement des autres à propos de nos vulnérabilités ou d'une exposition publique de nos incompétences peut suffire
pour déclencher une honte anticipée ou rétrospective. Et sur le registre du « si les gens savaient », on assiste parfois à une sorte de supplice du pilori que s'auto-infligent en imagination les personnes à basse estime de soi. La honte est d'ailleurs une émotion très visuelle. On se représente inlassablement la scène en imagination. Là où la culpabilité peut n'être que verbale, on se fait des reproches. Enfin, dernière différence avec la culpabilité, et peut-être la plus importante, la honte ne nécessite pas de faute morale pour survenir. Un simple sentiment d'avoir failli, de ne pas avoir été à la hauteur peut suffire. Comme la honte dépend de nos convictions personnelles sur ce qu'est être à la hauteur ou ne pas décevoir, on comprend qu'elle puisse être l'objet de nombreux dérapages chez les personnes soucieuses de ne pas décevoir ou de toujours se présenter au mieux. Lorsqu'elle est déréglée, elle est sans doute une des plus redoutables émotions dont puisse être affectée l'estime de soi. Car si elle est douloureuse pendant les situations où elle s'allume, l'expression « mourir de honte » est patente, elle est aussi destructrice sur la durée, parce qu'elle alimente ensuite des ruminations délétères. Ces dernières vont peu à peu augmenter la sensibilité des personnes et justifier des évitements ultérieurs. Après une grosse honte, on peut en arriver à ne plus vouloir prendre le risque de parler, de danser, de donner son avis, etc. Et après des hontes répétées, une fois de plus, c'est le vécu de honte qui compte, plus que sa réalité sociale. On peut se retirer peu à peu de toute forme de prise de risque social, c'est-à-dire de toute forme de spontanéité. Révélateur de la puissance de la honte sur nos comportements, il semble aussi que cette émotion puisse provoquer des comportements violents chez certaines personnes. Les offenses faites à l'estime de soi augmentent les risques d'agression chez tout le monde. Se sentir offensé peut ainsi pousser à vouloir se venger. C'est hélas ce qui se passe dans les cultures dites de l'honneur, comme certaines cultures méditerranéennes ou orientales, et qui sont en fait des cultures de la honte, violentes et archaïques. Exercice pour combattre la honte. Comme toutes les émotions, la honte a une fonction. Elle nous sert à ne pas oublier que, pour avoir sa place dans un groupe humain, famille, amis, micro ou macro-société, il y a des règles et des standards à respecter. À petite dose adaptée, la honte peut m'empêcher de commettre des actes antisociaux, mentir, trahir, voler, rudoyer les faibles. Ou, si je les ai commis, de récidiver. Comme la peur peut me rendre plus prudent en me faisant anticiper les dangers, la honte peut me rendre plus conscient en me faisant anticiper les rejets. Mais toutes les émotions peuvent se dérégler. La peur peut se transformer en cette maladie de la peur qu'est la phobie. La honte, elle aussi, peut déraper. Nous ne disposons pas de nom spécifique pour désigner ces maladies de la honte. Signe sans doute que les sociétés traditionnelles les toléraient et s'en accommodaient plutôt bien. La honte est un bon moyen de faire tenir les gens tranquilles. Souvenez-vous du pilori où l'on exposait les criminels au Moyen-Âge ou du bonnet d'âne dont on affublait les mauvais élèves jusqu'aux années 1950. Il y a beaucoup de dérèglements de la honte dans les problèmes d'estime de soi. D'où l'existence, en psychothérapie comportementale et cognitive, d'étonnants, du moins aux yeux des non-initiés, exercices pour combattre la honte, dont l'objectif est de s'habituer à ressentir gêne, honte, embarras, sentiment de ridicule et enfin honte, sans se laisser impressionner pour autant. Il s'agit par exemple de prendre le métro ou l'autobus et d'y annoncer à haute voix les stations. Si les gens vous regardent, souriez-leur. S'ils vous adressent la parole, expliquez-leur tout simplement la vérité, que vous faites un exercice pour apprendre à lutter contre la honte. Ce cas de figure est rare et ne nous est arrivé qu'une fois depuis que nous faisons l'exercice avec mes patients. La personne qui nous a interpellés s'est d'ailleurs montrée très intéressée et curieuse de parler de cela avec nous, et s'est mise à nous raconter ses plus grandes hontes personnelles, comme d'avoir été prise en flagrant délit de mensonge à son travail. La pratique de cet exercice et de quelques autres m'a beaucoup fait progresser,
moi qui pensais ne pas souffrir de honte excessive. En réalité, nous sommes beaucoup plus conduits par la honte que nous ne le croyons. Honte de parler fort ou de faire le clown dans la rue, de sortir de chez soi habillé à la va-vite ou en chaussons ou en pyjama, etc. Non que je préconise d'en faire un style de vie, mais plutôt une petite expérience existentielle de temps en temps pour recalibrer son hontomètre à la hausse, afin qu'il soit moins sensible. Ce que l'on constate en pratiquant ces exercices contre la honte, qui ne doivent procurer que de petites hontes, actes ridicules, mais ne provoquant pas de tort à autrui, sans réel enjeu et entraînant une honte d'intensité modérée, ce sont les phénomènes suivants. D'abord, on s'aperçoit qu'on est bien plus mal à l'aise avant de le faire qu'après. L'idée d'être ridicule ou déplacé est bien plus intense et pénible que le fait de l'être réellement. Cette donnée est capitale, car elle révèle le grand gâchis des évitements. À toujours fuir, on ne peut jamais réaliser que l'on ne fuit que des fantômes de rejet social. Ensuite, on réalise, nous en avons parlé avec l'effet spotlight, que les autres personnes prêtent bien peu attention à nous, et à ce qui nous semblait devoir attirer immanquablement tous les regards. Parfois même, la gêne des personnes qui nous regardent à la dérobée est plus forte que la nôtre, alors que nous énonçons les noms de stations à voix haute. Enfin, comme pour le traitement des peurs, on s'aperçoit que plus on prolonge et plus on répète l'exercice, plus la honte diminue et s'affaisse, jusqu'à donner souvent un petit sentiment d'euphorie et de légèreté. On ne ressent plus le poids de la honte et du souci des convenances. C'est une sensation si agréable. Une autre des grandes règles, c'est de ne jamais, 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 cela n'est pas une coquille, rester seul face à la honte. La solitude et l'isolement sont les vitamines de la honte. Or, le mouvement réflexe, lorsque l'on a honte, est automatiquement de se replier sur soi, baisser les yeux, ne plus parler, avoir envie de disparaître sous terre, de mourir. Même si on a honte de parler de ce qui nous fait honte, c'est indispensable d'aller chercher du dialogue. Cela permet de défocaliser de soi et de ne pas se noyer. Attention aussi aux ruminations, nous l'avons dit. Il semble bien qu'elles puissent représenter une forme d'encodage des blessures émotionnelles dans notre mémoire, consciente et inconsciente. Il faut donc nettoyer soigneusement les plaies de la honte. Je me souviens d'une séance de thérapie de groupe avec une de nos patientes. Elle venait de subir l'après-midi même une humiliation de la part d'un de ses collègues de travail. Il était, d'après sa description, probablement plus narcissique que pervers, et cherchait plus à se valoriser aux yeux du groupe qu'à la déstabiliser pour le plaisir. L'événement avait eu lieu devant tout le monde. Elle arriva au groupe dans un état de désarroi épouvantable, en larmes et visiblement déboussolée, prête à démissionner. Très simplement, après qu'elle eut raconté son histoire, tous les membres du groupe et les thérapeutes lui donnèrent son avis sur l'incident, sans chercher forcément à banaliser et à dire « ce n'est rien », mais en exprimant ce qu'ils auraient probablement ressenti à sa place, de la honte également, et comment ils pensaient qu'il était adéquat de réagir. Ne pas surévaluer le jugement négatif des autres collègues sur elle, surtout ne pas s'isoler, téléphoner tout de suite, le soir même, à quelques personnes ayant assisté à la scène et à quelques amis proches. Ne surtout pas éviter le collègue en question le lendemain, mais aller lui parler pour lui demander une explication, etc. Que des choses très simples. Puis nous nous séparâmes jusqu'au lundi suivant. J'étais tout de même un peu inquiet de la tournure des événements, vu la fragilité de la patiente et l'importance de la secousse émotionnelle subie. Le lundi suivant, elle arborait une mine ravie. Elle s'était sentie très soulagée de tout ce qui lui avait été dit, avait fait ce que nous, patients et thérapeutes, lui avions tous recommandé, et tout s'était bien passé. Le collègue en question s'était montré embarrassé, sinon repentant, et en tout cas n'avait pas recommencé durant la semaine écoulée. Les autres l'avaient soutenu. Le simple fait d'avoir pu intervenir à chaud avait sans doute été décisif. Dans les soirées, je n'ose pas parler de peur de dire des bêtises. Mais au bout d'un moment, à force de ne pas parler, je me dis qu'on va remarquer que je ne dis rien.
Le silence représente souvent une épreuve lors des problèmes d'estime de soi. Il active alors des pensées d'insuffisance personnelle. Bien sûr, chacun de nous est embarrassé par le silence. Voyez l'expression « un ange passe » alors utilisée pour le rompre lorsqu'il s'instaure au sein d'un groupe. Pour autant, il n'active pas forcément un signal d'alarme. C'est cette incapacité à supporter que le silence puisse parfois s'inviter dans une relation, sans pour autant penser que c'est un constat d'échec, sur laquelle nous devons parfois travailler. C'est ce que j'appelle la thérapie du silence. Il ne s'agit pas de la même chose que du silence des psychanalystes face au discours de leurs patients. L'exercice consiste tout simplement, après avoir expliqué aux patients ce que nous allions faire, à rester assis face à face sans parler, en se regardant, mais sans obligation de soutenir en permanence le regard. Ce n'est pas non plus « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Il est étonnant de constater comment certaines personnes vont ressentir une gêne très importante dans cette situation. Cela a beau n'être qu'un exercice, il entraîne cependant une activation émotionnelle comme en vrai, tant l'intolérance au silence peut être intense. Ne rien dire, me racontait une patiente, ça crée une sorte d'appel d'air, de tourbillon, qui fait monter à la surface de la conscience tous mes complexes engloutis et refoulés. C'est pour ça que je me débrouille pour parler tout le temps. Durant ces exercices, les consignes données aux patients sont de s'accepter silencieux. Sourire, respirer, s'intéresser à ce qui est autour de soi. Comme souvent, l'exercice est finalement plus facile à réaliser qu'à anticiper, et le calme revient en général assez vite. Mais il est tout à fait instructif. De même, par rapport à la crainte de dire des bêtises, on va s'entraîner en jeu de rôle à poser des questions à ceux qui savent. Visez une image de personne timide, mais agréable et ouverte, plutôt que celle d'une personne très à l'aise, cultivée et drôle. Car en se crispant sur ce genre d'objectif, on risque plutôt de se transformer en névrosé crispé qui ne dessert pas les dents de la soirée. Mieux vaut s'accepter imparfait que de ne pas s'accepter du tout, ou faire semblant d'être un autre que soi. C'est trop la honte. Depuis que j'ai commencé à travailler régulièrement sur la honte avec mes patients, j'essaie de faire bénéficier mes enfants de mon travail. Cela fait partie des nombreux inconvénients à être enfant de psychiatre. Je suis frappé de voir à quel point l'expression « trop la honte » revient souvent dans leurs propos et dans ceux de leurs cousins et copains. J'essaie par exemple de faire les petits exercices d'exposition à la honte dont nous avons parlé avec mes filles dans la rue. Chanter à haute voix ce que nous chantions à la maison avant de partir pour l'école. Sortir avec des vêtements peu recherchés. Au début, elles me disaient invariablement « Arrête papa, c'est trop la honte !» Mais peu à peu, je vois qu'elles s'en amusent et commencent à me défier sur ce terrain. Nous ne faisons finalement que rejouer sur un mode ludique l'éternel scénario de la honte que font subir les parents à leurs enfants. Ainsi, je suis tombé l'autre jour par hasard sur un petit passage des Précieuses ridicules de Molière. « Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. »